Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Je vous remercie de nous faire confiance, de venir à chaque émission. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir Jackie Cassou et Patrick Pazin qui vont venir nous présenter leur nouveau livre. Donc, j'aimerais vous rappeler que c'est important pour moi que vous nous souteniez. Donc, vous avez l'opportunité de nous encourager aussi bien par vos partages et par vos dons. Alors, pour les dons, je vous le rappelle, voici. Et pour vos partages, c'est indispensable. C'est l'information qui doit être partagée par les petits colibris. Donc voilà, nous recevons aujourd'hui notre cher ami Jackie Cassou de TVADP. Alors, je te mets en grand. Alors, bonjour Anne, merci pour ton invitation et bonjour à tous. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur l'émission, ça me fait vraiment plaisir puisque tu vas venir nous présenter ton nouveau livre. Et j'ai eu l'occasion de t'écouter en conférence et ça a été un vrai plaisir. Tu es venu pour Sommet Citoyen, le numéro 7. Exact. Et alors nous recevons également Patrick qui nous a fait l'honneur d'être là, mais qui nous a fait la blague. Patrick, tu n'es pas en caméra, mais ce n'est pas grave, on est ravis de te recevoir. Voilà, Patrick qui m'a bien soutenu et qui est l'éditeur de ce livre. Voilà, donc Patrick Pazin de Novimondi, hein, donc c'est les éditions Talma. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de vous recevoir. Je vais vous laisser vous présenter un tout petit peu chacun. Et puis alors nous allons parler de votre ouvrage. D'accord. Patrick, on laisse la parole d'abord à Jackie. Ah bah évidemment. Ah, voilà, on va rester gentleman. Ah bah évidemment, alors là. Je te connais bien là. Voilà, je t'en prie, Jackie. La parole est à toi. Merci Anne. Eh bien, comme tu l'as dit, je suis effectivement sur TVADP en tant que chroniqueur. J'ai la chance de pouvoir recevoir un peu qui je veux, puisque j'ai la confiance de la chaîne et d'Éric Montana, que je remercie ici à nouveau, bien sûr. Et puis, auparavant, j'avais quand même une profession. Je suis chirurgien dentiste spécialisé en orthopédie dentofaciale et voilà, j'avais quelques responsabilités à la fac et j'ai fait pas mal de sessions à l'hôpital, j'ai fait un petit peu d'économie de santé également et c'est dans ce cadre-là que je me suis aperçue que j'étais un peu en révolte contre les protocoles qui étaient obligatoires et que ces protocoles n'allaient pas toujours, déjà j'aime pas trop ce qui est obligatoire, mais ça allait surtout à l'encontre du bien-être des patients. Et donc ça m'a vraiment dérangée. Et puis le déclic, ça a été la pandémie, puisque voilà, on en reparlera tout à l'heure. On laisse arriver Patrick. Oui, on va laisser arriver Patrick. Alors, autour de Patrick de se présenter, donc on te connaît, on t'a déjà vu, c'est dommage qu'on ne te voit pas aujourd'hui, mais c'est vrai que tu as une très très mauvaise connexion, malheureusement. Oui, j'en suis sincèrement désolé. Alors déjà, merci Anne de nous avoir invités, c'est toujours un plaisir. C'est vrai que nous avions fait une très belle émission sur les cartes anciennes, il y a quelques temps. Et alors donc moi je suis, comme tu l'as dit, éditeur. De temps en temps j'écris un livre ou je coécris un livre. J'en fais peu parce que c'est pas des questions de temps. Là effectivement sur l'OMS c'était un vrai plaisir de travailler avec Jackie. En plus comme j'ai publié plusieurs livres très critiques sur la santé, la façon dont elle est gérée, en fait l'OMS c'est un dossier que je suis depuis au moins plus d'une dizaine d'années. Et en fait, c'est avec ce qui est en train de se mettre en place, il était indispensable qu'il y ait un livre critique sur la façon dont est gérée l'OMS et surtout le pire qui est à venir devant nous. Parce qu'en fait, nous aurons l'occasion d'en parler, mais nous avons l'impression que l'OMS a pour mission d'amener les peuples au plus haut niveau de santé possible. Et puis après, je laisserai Jackie s'exprimer. Voilà, mais voilà, l'OMS a pour mission d'amener les peuples au plus haut niveau de santé possible, mais qui a l'impression dans le monde que la santé s'améliore au niveau global? Franchement, on a l'impression que partout ça régresse. Hein. Oui, et pourtant, ce sont des milliards d'euros, de dollars qui sont dépensés chaque année. Mais où vont-ils? À quoi servent-ils? Ou à qui servent-ils?
voilà, nous aurons l'occasion d'en parler. On discuter lors de l'émission. Alors, je En fait, redonne la parole. Voilà. C'est en approfondissant un peu le sujet parce que quand on s'est aperçu que l'OMS était vraiment loin de montrer le visage, d'être le visage qu'elle prétendait être, puisque, enfin pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, l'OMS était un organisme merveilleux qui voulait effectivement amener tout le monde dans un meilleur état de santé. Et puis la crise du Covid est arrivée et là, pendant ce temps, l'OMS a proposé aux États membres d'élargir ses pouvoirs pour être le seul décideur de toutes les politiques de santé publique. Et pendant la crise, elle a donc émis des recommandations en concertation avec les États membres, par exemple le port des masques, la distanciation, etc. Et pour ça, et c'est à partir de là qu'on en a entendu parler tant et plus, et qu'en approfondissant, on a découvert tous les mensonges, les méfaits, les turpitudes, les compromissions, enfin tout ce qui n'allait pas, on s'en est aperçu justement en creusant le sujet. Parce qu'à ce moment-là, l'OMS a proposé un double changement, modifier les textes constitutifs et pour ça, elle a modifié la définition du mot pandémie. Lapsus, t'as dit pandémie. Donc, non, j'ai fait exprès de dire pandémie. Voilà. Donc, c'est intéressant effectivement d'aborder ce sujet puisque le mot pandémie effectivement a changé de définition et vous êtes en train de démontrer qu'il y a eu une pandémie et pas une pandémie. Voilà, absolument. Et alors, donc la définition maintenant, c'est un risque de contamination généralisée, qu'elle soit mortelle ou pas, alors qu'avant une pandémie, il fallait qu'il y ait des morts quand même. Et si aujourd'hui une pandémie est déclarée, c'est l'OMS qui veut imposer à tous les États membres la politique sanitaire qu'elle aura décidée. Et qui décide à l'OMS, c'est le directeur général, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, le seul. Voilà. Alors, en remontant un petit peu, on sait que l'OMS existe depuis 1948, mais déjà, dès les années 50, elle s'est engagée dans des campagnes massives de dépopulation, et nous en reparlerons, nous parlerons des contraceptions forcées par le biais des injections, puisqu'il y a des maux à éviter. Et la santé, qui est un outil de régulation de la population, est maintenant l'instrument des politiques qui favorise l'intérêt des industries de Big Pharma contre l'intérêt de la santé de la population, ce qui est quand même assez paradoxal. Et la définition de la pandémie a été modifiée, mais la définition même de la santé est modifiée, puisqu'il s'agit d'un bien-être global. Et par ce biais, elle va donc agir dans tous les domaines, l'environnement, le climat, partout, et il n'y aura pas de contre-pouvoir. C'est ça. Et le danger, c'est que les États vont remettre toutes les données de santé des citoyens à l'OMS. C'est ça. Alors, on va peut-être demander à Patrick comment ça s'est... comment ça s'est déroulé au départ au niveau de la pandémie. Donc, quand on a eu le problème sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'OMS? Comment l'OMS a géré le départ de cette pandémie? Alors, ils ont été relativement diligents, c'est-à-dire qu'ils réunissent un conseil de tout début janvier, genre 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, mais après ça va traîner, et en fait c'est Taïwan qui va être un modèle, dans la mesure où donc eux, dès le mois de décembre, ils écoutent et ils surveillent ce qui se passe à Wuhan, et donc ils alertent de leur côté l'OMS, et en fait très rapidement, avant que l'OMS ait mis en place des mesures qui vont mettre quasiment un mois avant d'arriver, Taïwan va mettre en place une politique de ce qu'ils appellent de containment, c'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent à Taïwan sont mises en quarantaine.
pendant jusqu'à 14 jours. Et le résultat, c'est qu'en 15 mois, ils vont avoir seulement 12 décès. Je rappelle, la population de Taïwan, c'est 23 millions d'habitants. Et donc de janvier 2020 à avril 2021, ils ont 12 morts officiellement du Covid. Donc c'est un exemple. Et d'ailleurs, ce sont les seuls qui ont mis cette politique en place, c'est-à-dire que ils sont allés contre ce que préconisait l'OMS, parce que l'OMS préconisait on le sait, hein, des confinements, enfin, on va pas revenir, hein, nous le savons tous. Masque, oui. Voilà. Taïwan a fait une politique donc totalement différente. C'est toute personne qui arrive est mise en quarantaine pour voir comment elle évolue. Et donc, ils ont parfaitement maîtrisé la situation. Donc, je le redis, 12 morts, c'est rien. Voilà. Sauf que à partir de mars 2021, donc l'année d'après, là, ils vont suivre la politique de l'OMS, c'est-à-dire les injections pour tous, un maximum d'injections. Et en moins de 2 ans, donc les 15 premiers mois, ils ont eu 12 morts. Et en moins de 2 ans, ils vont en avoir 19 000. Plus les effets secondaires. Ah oui, mais ceux-là, on va même pas les compter. Là, on parle que des morts. Des morts du Covid, c'est 19 000. Les effets secondaires, c'est de l'ordre de 50 000 à Taïwan. Et d'ailleurs, assez rapidement, il y a une femme qui a été indemnisée parce que vraiment Taïwan devrait être considéré comme un modèle en matière de santé. Rapidement, en fait, il y a des experts vraiment indépendants qui ont évalué que la maladie qu'elle avait attrapée était due à la vaccination et ils vont l'indemniser. Je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est 3 ou 6 millions de dollars. Enfin, c'est quand même une somme majeure. Et rapidement, elle n'a pas eu besoin de faire 10 procédures, etc., etc. En moins d'1 an, elle est indemnisée. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, on voit que finalement, à Taïwan, on se portait beaucoup mieux sans l'OMS. Mais si nous faisons le tour du monde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres pays où c'est le cas, notamment l'Inde. L'Inde est un cas très intéressant parce que on l'ignore, c'est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des États à l'intérieur de l'Inde qui ont une autonomie justement en matière de santé. Donc il y a effectivement un Institut national de la santé, mais les États peuvent décider de leur politique de santé. Et il se trouve qu'une ancienne chef scientifique de l'OMS était indienne. Et donc, l'OMS annonce qu'il faut, le masque, etc., mais les préconisations de l'OMS, c'était l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, tout ça, ça ne sert à rien. C'est peut-être même dangereux, c'est ce qu'ils avaient dit. Et quand ils l'annoncent, il y a un État, par exemple le Tamil Nadu. Tamil Nadu, c'est à peu près 75 millions d'habitants, donc c'est un peu plus grand que la France, va suivre immédiatement les indications de l'OMS, c'est-à-dire plus d'hydroxychloroquine, plus d'ivermectine, plus rien du tout, juste de la vaccination. Et en revanche, l'Uttar Pradesh, qui est l'État le plus peuplé de l'Inde, puisqu'il y a à peu près entre 250 et 260 millions d'habitants, eux, ils vont faire le contraire, c'est-à-dire ils vont continuer l'ivermectine, ils vont continuer l'hydrochloroquine, et en fait, ils ont un taux de mortalité, mais qui est ridicule, c'est-à-dire qui est de 0,003%. 0,003%. Alors que tous les États de l'Inde qui ont suivi les protocoles de l'OMS voient leur mortalité identique, comme dans les pays occidentaux, hein, qui ont suivi strictement les protocoles de l'OMS. Et on le voit bien d'ailleurs. Là, on peut poser la question, est-ce que l'OMS n'est pas un organisme criminel, dans la mesure où on constate
que des études et des pratiques dans différents pays qui montraient que, notamment, que l'ivermectine était une solution qui faisait ses preuves, eh bien, l'OMS a quand même trouvé le moyen de ne pas aller vérifier sur place et de présenter de fausses études ou de faux résultats par des soi-disant experts, mais on se doute par qui ces gens sont payés par ailleurs, pour dire que l'ivermectine était dangereuse. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais ils ont fait faire des tests où ils mettaient des doses anormalement élevées ou à des personnes, mais plutôt d'ailleurs que à des personnes qui étaient justement arrivées, qui étaient à un stade quasiment terminal, pour montrer que ça ne marchait pas. Dans les études lancées, en fait. Ah, oh, pas que. Qui avait été édité, entre autres, dans des voilà. Voilà, et il faut noter quand même que le directeur du Lancet, c'est Richard Horton, je crois, a déclaré lui-même, Horton, oui, il a déclaré lui-même qu'il publiait des faux. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par rapport à ce que disait tout à l'heure Jackie, et qui était essentiel à comprendre, c'est que dès la fondation de l'OMS, alors ça ne s'appelle pas préambule, mais ça pourrait être considéré comme le préambule, il est marqué que la politique de l'OMS doit se baser sur la science médicale exclusivement. C'est-à-dire que toutes les médecines qui ont quand même permis à l'humanité de traverser quelques millénaires, voire plus, comme la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise et tant d'autres médecines, n'ont pas droit de citer à l'OMS. C'est-à-dire que finalement, ça peut paraître étonnant, mais déjà en 1947, quand il prépare la constitution de l'OMS, c'est comme si c'était déjà Big Pharma qui était en train d'écrire la constitution de l'OMS. Et comme le disait Jackie, effectivement, il y a un individu qui décide seul, qui a tous les pouvoirs, qui n'est contrôlé par personne. Donc on imagine qu'il suffit de bien lui parler à l'oreille, dans le creux de l'oreille, pour bénéficier d'une politique qui peut servir à des intérêts très opaques, particulièrement à l'OMS. Oui, les premiers chèques qui ont été faits dans les années 50, lorsque l'OMS s'est constituée, là, on ignore aujourd'hui, on a du mal à trouver le nom des signataires, mais à l'époque, c'était au vu de tout le monde. Et les signataires fondateurs, c'était Rockefeller et Wellcome Trust, déjà dans les années 50. Donc là, on voit une volonté de manipuler quand même. Donc c'était déjà orienté Big Pharma uniquement, c'est ce que dit Patrick. Parce que Rockefeller, c'est quand même la base au niveau de la médication. Oui. Oui, mais oui, c'est du. Oui, vas-y, Patrick. Rockefeller, si on considère que c'est un grand ami de l'humanité, peut-être qu'on n'a pas bien compris. En fait, Rockefeller, la fondation Rockefeller, depuis toujours, travaille sur justement les questions de planning familial et donc d'eugénisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, l'un des ceux qui interviennent, enfin, comme tout le monde le sait, c'est Bill Gates, la fondation Bill Gates. Et le père de Bill Gates travaillait au planning familial. Il était directeur au planning familial et qui considérait déjà que, donc lui, depuis qu'il est enfant, il entend que nous sommes trop nombreux sur Terre. Oui, exactement. Donc on revient aux stèles qu'on a retrouvées aux États-Unis, les stèles où on limite le nombre de la population à 500 millions d'habitants. Les Georgia Guidestones. Voilà, c'est ça. Mais bon, le monument a été dynamité, mais il n'en demeure pas moins que l'esprit demeure chez ces gens-là. D'ailleurs, c'est ce que disait Jackie tout à l'heure. Par exemple, nous expliquons dans le livre que dans les années 70, des chercheurs liés à l'OMS mettent au point un vaccin qui stérilise les femmes et qui est associé au vaccin contre le tétanos. Et donc, ils vont notamment faire une campagne au Kenya en 2013 et 2014. Et
ce qui attire l'attention quand même au moment où ils font cette campagne massive contre le tétanos, alors qu'en fait, c'est même le tétanos n'est pas une cause de mortalité majeure au Kenya, hein. C'est très étonnant, mais ça, nous en reparlerons. Ils lancent des campagnes de vaccination qui font plus de dégâts en fait que la maladie. Oui, On en reparlera avec la polio, justement. voilà. Mais donc, sur le tétanos, ce qu'ils font au Kenya et qui attire l'attention, c'est que au lieu que ce soit des centres de vaccination habituels qui font les campagnes, justement, par exemple pour la polio, les flacons sont escortés par la police. Quand une infirmière veut avoir un flacon, elle doit absolument rendre le précédent, sinon elle encourt de graves ennuis. Et donc, ça paraît très bizarre. Et donc, c'est l'Église catholique au Kenya qui va réussir à subtiliser des flacons, à faire des analyses. Et là, ils vont découvrir des substances qui ne devraient pas y être et qui sont stérilisantes. Et nous sommes allés voir les tables de mortalité, les tables de naissance, pardon, au Kenya. Et donc, les 2 années où ils utilisent ce vaccin, je le rappelle, contre le tétanos, donc supposé sauver des vies, eh bien, en 2013 et 2014, il y a une chute de la natalité au Kenya. Et nous avons évalué à peu près à 25 000 naissances le déficit. C'est-à-dire que... 5 000 naissances en moins. Oui, 25 000 naissances en moins, et les chiffres sont flagrants, d'ailleurs nous les mettons dans le livre. Et donc, dès que ça commence à sortir dans les médias, évidemment, donc là, on a une sorte de subalterne de l'OMS qui dit non, on pensait bien qu'on ne fait pas des choses comme ça. Bah oui, bien sûr. Sauf qu'il y a au moins 6 laboratoires qui ont trouvé cette substance stérilisante dans ce vaccin contre le tétanos. Une hormone gonadotrope. Voilà, et qui a été mise dans ce vaccin. Et donc, pendant les 2 seules années où la natalité chute au Kenya, c'est les 2 années où ils ont employé voilà, et on sait qu'ils ont à peu près vacciné 1 million de Kenyanes. Oui, les gens n'étaient pas du tout au courant, c'était contre leur volonté. Ils ont fait énormément de tests en Afrique. Je veux dire, tester des médicaments, c'est souvent en Afrique qu'on le fait. C'est le terrain de prédilection. Et l'Inde aussi beaucoup, les pays du sud-est asiatique. Mais l'Inde, oui, notamment pour la polio dont parlait Jackie. Mais l'Afrique, oui, bien sûr, est une terre majeure. Et puis d'ailleurs, nous pourrions ajouter l'Ukraine aussi, hein, parce que nous le savons tous autour de cette table, l'existence de laboratoires d'armes biologiques en Ukraine financés par le Pentagone. On sait d'ailleurs, c'est sur le site même du Pentagone qui a confirmé qu'ils travaillaient avec 42 laboratoires en Ukraine. Eh bien, au moment de l'attaque par les Russes, il y a des documents qui ont commencé à sortir et on a vu que, par exemple, Moderna, Pfizer, enfin toute la bande, hein, était très présente en Ukraine pour faire des tests. Et d'ailleurs, manifestement, l'OMS était au courant parce qu'ils travaillaient sur en résumé, l'Ukraine, le peuple ukrainien était le peuple le plus maltraité d'Europe. Ils avaient des maladies qu'on voit nulle part ailleurs. Et manifestement, les laboratoires de bioguerre avaient reçu l'autorisation d'expérimenter sur les populations. Donc, peut-être rappeler aussi que c'est là où on a trouvé des laboratoires, qui créent des bébés. Enfin, on appelle ça des fermes à bébés. Ah ben oui, c'est un des rares États de l'Europe où la procréation, les mères porteuses, pardon, les PMA sont autorisées. Et d'ailleurs, moi j'en ai parlé dans un autre livre. Tu sais, qui s'appelle Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, où et ce sont de vrais réseaux mafieux. Et puis les femmes qui sont mères porteuses touchent des sommes ridicules
Et en fait, c'est compliqué parce qu'elles sont, elles doivent ingurgiter en permanence justement des hormones, des médicaments, bah oui, parce que on sait que le prix d'un bébé, c'est à peu près 50 000 dollars ou 50 000 euros. D'accord, donc c'est bien lié. Je veux dire, là, on est quand même avec des soins de santé mélangés avec une ferme à Mais bien bébés. Donc, sûr. je Ah, mais trouve bien qu'il y a sûr. quand même des textes un Bien peu sûr. douteux. Oui, ah, mais pas un peu, hein. Là, tu es, J'essaie je d'être trouve. aimable. Ah, oui, voilà, c'est bien, c'est le début de l'émission. Oui, oui, on va C'est aller crescendo parce que, bah oui, c'est un- donc ça voilà. m'intéresse. Hein. Et l'OMS est complètement au courant puisque la Russie attaque l'Ukraine. L'OMS demande à l'Ukraine de détruire justement toutes les souches de maladies dangereuses. Mais maladies dangereuses, c'est Ebola, c'est des fièvres genre Nil Congo, enfin des leptospiroses, Fièvre jaune, etc. euh, voilà, enfin des choses que d'ailleurs dont souffraient les Ukrainiens, c'est-à-dire que régulièrement il y avait par exemple des épidémies de leptospirose. Mais comment ça se fait? Enfin, la réponse est simple, hein. À partir du moment où il y a des laboratoires de bioguerre présents sur le territoire, ils testent sur les populations. Enfin là-dessus il n'y a aucun doute, hein. Hum. On connaît Alors, donc vous parlez tous les deux dans le livre également, en fait, de trafic sexuel au niveau de l'OMS. Je veux dire, on parle au Ah, Congo, c'est au ça? Congo? Ah oui. J'étais vraiment surprise, évidemment, parce que bon, là, enfin, j'en avais entendu parler, bien évidemment, parce que tout passe quand même sur les Sexe à réseaux. gogo au Congo. Sexe à gogo au Congo, oui, tout à Oui. fait. Donc, en fait, l'OMS se rend coupable d'exactions sexuelles sur la population, avec ses Alors, membres de chez eux. alors, faisons une réserve, mais ce qui va nous permettre de découvrir les abysses de l'OMS. En fait, officiellement, ce sont des salariés de l'OMS, une vingtaine, hein, qui ont organisé un trafic sexuel au Congo qui a duré au moins 2 ou 3 ans. Mhm. Évidemment, la haute direction, donc non seulement le docteur Tedros, mais le docteur Michael Ryan, dont on parle jamais, mais qui est là depuis très longtemps, qui est le directeur exécutif de l'OMS, qui a tout le pouvoir, mais nous allons en reparler, ont prétendu qu'ils n'avaient jamais été informés de quoi que ce soit de ce qui se passait au Congo. Or, un rapport de l'ONU, donc la maison mère de l'OMS, l'ONU, dit que effectivement, ils étaient au courant de ce trafic. En plus, pendant cette période, il est affiché que le docteur Tedros s'est rendu 14 fois au Congo. C'est pas rien, hein, 14. Donc on se demande ce qu'il est allé faire 14 fois au Congo. Enfin, c'est beaucoup. On pourrait se poser des questions, effectivement. Voilà. Enfin, je veux dire, et il n'a rien vu, rien su, rien entendu. Et ensuite, donc, ils vont. Alors, il y a environ 150 femmes qui ont été victimes. Donc c'est pas. Non, c'est pas un petit trafic. C'est pas petit. Voilà, c'est pas la petite semaine. Donc les hauts dirigeants vont expliquer qu'ils n'étaient au courant de rien, mais qu'il faut absolument tolérance zéro, blablabla. Enfin, toujours les discours habituels dans ce genre de situation. Et qu'est-ce qu'on découvre finalement? C'est que les femmes en question, finalement, l'OMS accepte d'en dédommager une partie en leur versant, en tout et pour tout, 250 dollars. Oui. En sachant qu'il y a quand même des mamans qui étaient enceintes, c'est ça, avec des enfants handicapés. Exactement. 250 dollars. Et encore, toutes n'y ont pas eu droit. Oui, parce que d'après ce que j'ai lu, en fait, ils ont trouvé une astuce pour que ceux qui n'avaient pas droit à recevoir de l'aide humanitaire n'étaient pas considérés comme violés. C'est ça, exactement. Tu as parfaitement résumé, c'est-à-dire que comme ces femmes ne bénéficiaient pas d'aide humanitaire, puisqu'elles étaient là pour travailler, justement, tu vois, c'était des contractantes de l'OMS, eh bien, elles ne bénéficiaient d'aucune protection. Et donc, les mieux lotis ont reçu 250 dollars en tout et pour tout. Pas par mois, hein, en tout et pour tout. Voilà le. Alors, oui, ben c'est ça, oui. Jackie, non, oui, je t'en prie, Patrick. Oui, ben justement, c'est très bien. Jackie va continuer, va nous parler de ce qui se passe en interne à l'OMS, l'augmentation ce qu'ils appellent des inconduites, misconduct en anglais. C'est édifiant. On n'imaginerait pas ça dans une institution internationale.
Et ce que Jackie va indiquer, si ça se passait dans n'importe quelle entreprise, le directeur général ou le président directeur général serait immédiatement, peut-être pas derrière les barreaux, mais il faudrait pas beaucoup Et de temps pour conduit, qu'il en s'y tout cas. retrouve. Oui. Oui, donc vous savez que l'OMS est constituée de l'Assemblée mondiale de la santé. Ensuite, il y a le comité exécutif. Et ce qui est moins connu, c'est le fameux IOS qui est composé de 34 membres et qui est l'organisme qui doit faire respecter le code de déontologie. Alors, il précise qu'il est obligé de faire respecter le code de déontologie. C'est quand même assez aberrant d'être obligé de proposer une chose pareille. La moitié des postes n'est pas couvert, enfin c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que sur le papier, c'est un organisme très sérieux qui fait des enquêtes, qui a des experts et qui donne son avis sur le comportement de l'OMS ou des gens qui travaillent pour l'OMS, de ses salariés. Et en fait, c'est une catastrophe parce qu'ils ont établi pour 2023-2024 220 recommandations émises à l'issue de 16 audits à peu près. Bon, donc ça a été des remontrances malgré tout, des recommandations. Et puis 738 allégations de manquements traités. C'est-à-dire qu'ils ont découvert des stocks de médicaments qui étaient périmés. Ils en ont trouvé d'autres qui étaient périmés dans les 6 mois, mais beaucoup, pour beaucoup d'argent aussi. J'ai plus le chiffre sous les yeux, là, je ne retrouve plus. Mais voilà, c'est assez scandaleux. Et ça me fait un peu rappeler, tu vois, quand ils ont acheté les stocks de vaccins, il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été jetés à la poubelle puisqu'ils étaient périmés. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment jetés à la poubelle? Est-ce qu'ils ont servi ailleurs? Les conditions de congélation, de conservation, on ne sait pas trop comment ça a été observé. Enfin, l'IOS a quand même remarqué une augmentation, et ils le donnent même, ils donnent même leurs chiffres, une augmentation des allégations de plus de 194% entre l'année 2021 et l'année 2022. Et puis, sauf que l'organisme, en fait, n'est pas comment dire, il n'est pas libre, il n'est pas indépendant. Voilà, oui, il doit rendre des comptes. Il n'est pas vraiment indépendant parce qu'ils sont nommés par Tedros. Voilà, c'est ça. Et donc, ils sont redevables de Tedros. Et alors, qui contrôle Tedros? Évidemment, ils ne vont pas aller contre celui qui les a élus. Donc, c'est n'importe quoi. Mais alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle de Tedros, justement. Qui c'est, en fait, ce gars? Avant, Anne, excuse-moi. Justement, restons sur ce plan-là, puisque Jackie parle effectivement du service officiellement de contrôle. Oui, puis je voulais parler des experts de ce service. Alors, il y a plein d'experts. Avant d'en parler, justement, pour clôturer la page des trafics sexuels sur le Congo, oui. En fait, il y a ce qui s'appelle en anglais des misconducts, donc des cas d'inconduite. Alors, ça recouvre quoi? Donc, il y a des tableaux donc les cas d'inconduite recouvrent la corruption, la fraude, l'exploitation et l'abus sexuel, le harcèlement sexuel, les représailles, la discrimination et puis 1 ou 2 autres cas. Et donc, en 2021, ça sont les chiffres officiels qui viennent de l'OMS. En 2021, il y a 166 cas d'inconduite sur tout l'OMS. Bon, en 2022, on passe de 166 à 488. Ça veut dire que on est... Une augmentation voilà, on a multiplié par 2,5. Donc ça, nous sommes en 2022, nous sommes à 488. Et en 2023, nous passons à 740. C'est-à-dire Mais c'est justifié comment alors? Pourquoi subitement cette augmentation? Ah ben parce que, par exemple, on voit tu vois, exploitation et abus sexuels, il y a 6 cas en 2021, 6 cas en 2021, mais 106 cas en 2023. Harcèlement sexuel, il n'y a que 16 cas en 2021
enfin que 16, c'est déjà trop. Il y en a 88 en 2023. Mhm. La corruption, là, on passe de 2 cas de corruption en 2021 à 13 cas en 2023. Alors, comme d'habitude, tu vois, donc en fait, globalement, Vous le retrouverez dans le livre. C'est voilà, à quelle page? À quelle page? 60. 60. 60. Et donc, par exemple, le harcèlement sexuel en 2 ans augmente de 43%. Les représailles augmentent de 127%. Le harcèlement et l'abus d'autorité, bon, là, c'est que plus 29%. La fraude, plus 58%. Et là, qui est le directeur général? C'est Monsieur Tedros. Et alors, avant de rebondir sur ta prochaine question, on pourrait dire oui, mais bon, tout ça, ça se produit dans les pays lointains, Non. loin des yeux, loin du cœur. Eh bien non. Non. 20% de tous ces cas de représailles, de harcèlement sexuel, de fraude, de corruption, 20% se passent au siège à Genève. Ah oui, ah d'accord. Ah oui, vraiment dans les bureaux, quoi. Dans les bureaux. C'est-à-dire plus de 100 sur 692. D'accord. Oui, c'est Énorme. ça. Et donc, c'est pour ça que je disais que dans n'importe quelle entreprise, grande entreprise, où il y aurait une explosion du harcèlement sexuel, des représailles, de la fraude, de la corruption, parce que c'est vraiment une explosion, hein, quand on voit les taux, bah, c'est simple, on est passé de 100 à 740 cas d'inconduite, les dirigeants seraient immédiatement devant la justice. Eh bien, à l'OMS, non. Plus ça augmente et plus on fait de beaux discours sur les valeurs, enfin comme d'habitude, hein, tu ne seras pas surprise, Anne, évidemment, ni nos amis qui nous regardent ce soir. Donc, comment veux-tu que dans une institution internationale où tous les cas d'inconduite sont en explosion et 20% se produisent au siège même, comment peut-on considérer que cette, on va garder le mot institution, est exemplaire et vertueuse et exemplaire? Ok. Alors donc, je vais laisser la parole à Jackie qui va nous parler peut-être Bien sûr. Ce que je voulais compléter sur ce bureau de l'IOS, c'est qu'avec toute leur turpitude, il y a quand même des postes à prendre puisque il y a seulement 4 responsables d'équipe qui sont opérationnels dans leur domaine respectif. Et à côté de cela, il y a encore 4 postes qui restent vacants, dont celui de chef de l'unité et puis 3 chefs d'équipe associés. Donc, ils sont toujours en processus de recrutement depuis 2023. Donc, si vous cherchez un travail, vous pouvez postuler. Et d'ailleurs, comme le souligne Jackie, l'IOS, dans son rapport, signale que donc s'il y a des amis qui nous écoutent ce soir et qui sont intéressés, allez-y. Même si bon, l'OMS risque d'avoir un peu moins d'argent, l'IOS s'inquiète du fait que le poste de directeur mondial de la sécurité n'est pas pourvu depuis 5 ans. Donc je le redis, le directeur mondial de la sécurité, or, dans un organisme comme l'OMS avec des données... Ah, ça doit rapporter des sous. Je ne sais pas si tu imagines, depuis 5 ans, il n'y a personne qui occupe ce poste. À l'IOS, ce dont parlait Jackie, ils ont 19 postes budgétés de contrôle. Il n'y en a que 8 qui sont pourvus. Donc en fait, il n'y a aucun contrôle. C'est ça. Et en plus, ils dépendent du directeur général de l'OMS, donc du docteur Tedros, donc, qui peut révoquer le directeur. Donc, qui ne l'a pas fait et qui pourrait. Parce que lui, il a sa part de responsabilité sur son personnel également. Ah ben absolument, mais également, on parle toujours de lui, mais nous le disions, on ne parle pas assez du docteur Michael Ryan, qui est le directeur exécutif, donc qui a un énorme pouvoir, qui lui est là depuis très longtemps. Et alors lui, en plus, ça c'est incroyable, enfin, tous ceux qui nous écoutent ne peuvent pas l'imaginer. Il est responsable du programme pour faire face aux situations d'urgence. Donc c'est évidemment, c'est majeur. Tu vois, le Covid, tout ça, bon, situation d'urgence. Et que conclut l'IOS? Eh bien, le service
des programmes d'urgence, pour faire face aux programmes d'urgence, Oui. n'est pas capable de faire face à une situation d'urgence. Oui, Et qui est au sein de sa société. Extraordinaire. oui, Oui. Oui. ouais. Et pourquoi? Mais parce qu'ils le disent clairement. Donc, ils listent les mots. Donc, à partir du moment où il y a les mots, on devrait pouvoir résoudre ce problème. Eh bien, ce problème n'est toujours pas résolu. En fait, il y a incontestablement une incompétence du management, donc du docteur Michael Ryan et de son supérieur hiérarchique, le docteur Tedros. Donc, et qui ne viennent pas nous expliquer qu'il faut se préparer à la prochaine pandémie, puisque de toute façon, le service de contrôle interne de l'OMS constate qu'ils sont incapables, que l'organisation est incapable de faire face à la moindre situation d'urgence par faute alors, il liste les problèmes, donc déficit de management évidemment, dysfonctionnement, hiérarchie pas claire, enfin, encore une fois, je le redis, si un directeur général d'une multinationale avait un rapport d'audit comme ça, il prendrait à la porte. la porte dans la journée. Dans la journée. Donc, À l'OMS, non. Il y a un semblant de complaisance. Alors que tout est fait, tout le travail qui est fait, enfin, de ce qui nous raconte en tout cas, c'est pour se préparer, prévoir et réagir à la prochaine pandémie qu'on ne connaît pas, de la maladie X. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on est sûr qu'elle va arriver. Elle est prévue, bien évidemment, elle est prévue. On va fabriquer un vaccin contre cette maladie. Qui est déjà certainement en fabrication. On ne saura pas ce qu'il y a dedans puisqu'on ne connaît pas la maladie non plus. Mais d'ailleurs, ils ont toujours un discours, c'est vraiment la novlangue, quoi. Ils disent une chose et ils en font une autre. Et d'ailleurs, cette histoire de maladie X, elle est stupéfiante dans la mesure où en 2000, donc la maladie X, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas, mais dont ils sont sûrs qu'elle va arriver. Et alors, elle fait partie des maladies prioritaires de l'OMS depuis 2018. Et le Covid n'est pas cette maladie X. Et donc, c'est justement ce que disait Jackie, c'est que c'est extraordinaire le fait qu'ils aient inventé ce concept de maladie X. Pourquoi? Eh bien, là, nous allons commencer à entrer dans justement ce qu'ils ont préparé. C'est que ils ont tenté un coup d'État planétaire qui n'a pas totalement réussi, mais qui a quand même réussi. Et nous allons donner l'exemple de l'article 2 du RSI. Le RSI, c'est le Règlement sanitaire international, qui est la charte qui est contraignante vis-à-vis des États qu'ils doivent respecter. Et ça a été voté l'année dernière à l'Assemblée mondiale. Voilà. Et donc, l'article 2, ils ont ajouté un petit rien du tout, mais tu sais, c'est comme dans les contrats d'assurance. Hein. Une petite virgule de plus qui change tout. Là, dans l'article 2, ils ont ajouté les États, ils ont ajouté le mot « s'y préparer ». Alors, on peut dire, ah ben oui, c'est génial, il faut qu'on se prépare à cette maladie X dont on ne sait pas ce que c'est, mais qui va forcément arriver. Sauf que, justement, comme cette maladie, nous ne savons pas ce qu'elle est, puisqu'elle n'existe pas, il n'y a donc pas de traitement. Si demain, l'OMS annonce, et à mon avis, ça ne va pas tarder, on va voir à partir de la rentrée ce qui va se passer. On parle tout doucement, oui, tout à fait. On va voir ce qui va se passer, et notamment, on verra par rapport à ce que va faire Robert Kennedy Jr. Aux États-Unis. Mais nous, ce que nous annonçons, et c'est manifestement le plan qui est prévu, c'est que maintenant que cet article 2, la modification de l'article 2 a été votée, l'OMS pourra très bien obliger l'année prochaine, ou en septembre, mais dans pas longtemps, le premier laboratoire qui dira « ça y est, nous avons trouvé l'injection contre la maladie X », l'OMS pourra obliger les États à, premièrement, en acheter des stocks, mais deuxièmement, les injecter aux populations qui n'auront absolument pas aucun mot à dire, puisque ce sera une décision contraignante de l'OMS. Et comme en plus, cette maladie n'existe pas, il n'y a pas de traitement. Et comme il n'y a pas de traitement, il y a ce qui s'appelle... C'est pas ce qu'il y aura dans le vaccin, évidemment. Voilà, ils peuvent
valider le vaccin en procédure d'urgence. D'accord. Sans vérification alors sur la population, Eh s'il y a ben, des effets secondaires, etc. Comme Comme, ils ont déjà fait. Ils l'ont Voilà. comme ils l'ont fait en 2020. Et En c'est pour sachant, oui, pardon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait absolument interdire l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, parce que ou tout autre traitement qui fonctionnait, hein, on l'a vu aux États-Unis, il y a eu d'autres traitements qui ont fonctionné et pas qu'aux États-Unis. Il fallait absolument que l'OMS. La simple infusion, pardon Patrick, mais c'est même pas un Artemisia. médicament d'Artemisia annuana. Donc ça Ouais. marche très bien. Et donc, il suffisait, pour eux, il était indispensable de tuer toute solution qui pointerait le bout de son nez et qui aurait des résultats, parce que sinon, ça les aurait empêché de mettre les vaccins en procédure d'urgence. Mhm. Et ça veut dire qu'en procédure d'urgence, tu fais accepter un vaccin en 4 mois. C'est ça. Même s'il n'a pas fini. Même si on n'a pas les tests. Voilà, les tests. Oui. Exactement, procédure d'urgence. Et donc la maladie, ça va être pareil. Et nous nous attendons à ce que cette maladie X, il va falloir changer de millésime tous les ans. Et puis qui dit que finalement il ne faudra pas changer tous les trimestres. Et puis qui dit qu'il ne faudra pas faire une injection par mois ensuite. Carnet vaccinal qui revient à la charge. Voilà. Et l'OMS maintenant a tout pouvoir d'imposer quelque chose de ce genre-là. Alors, Patrick, si tu me permets, ce que je voudrais que les gens entendent, c'est qu'il faut qu'ils soient bien conscients de la gravité de la situation, mais que tout n'est pas encore perdu, parce que ça a été voté là en 2025. Mais il faut encore que dans l'année qui vient, les États signent aussi. Là, c'est l'Assemblée qui Et là, ce serait peut-être bien compromis. Alors moi, j'aimerais bien quand même avant. Donc là, il faudrait bien que tout le monde réagisse et se fasse entendre, parce que. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur le président de l'OMS, donc Tedros, rappeler les origines de ce monsieur, parce que je vais dire, donc ce monsieur, moi, j'ai jamais voté pour lui. Enfin, je ne sais pas qui a voté pour lui, évidemment. Personne. Voilà, on est bien d'accord. Et j'aimerais bien savoir les origines de ce monsieur. Eh bien, Tedros est un Éthiopien qui n'est pas médecin, mais il a quand même, alors là il y a toute une polémique, c'est pas le plus intéressant, mais il se fait appeler docteur à juste titre, parce que ça c'est une histoire différente en France et dans les autres États. Il a un doctorat de santé publique, mais donc il est docteur, mais il n'est pas médecin, voilà. Mais dans son pays, il a exercé en tant que ministre de la Santé et Premier ministre. Mais avant ça, il est accusé d'être un terroriste génocidaire. C'est ce que tu voulais. Mais oui, il faut pouvoir le dire, parce que je veux dire, on met un terroriste à la tête de l'OMS, qui est censé protéger des vies que personne n'a élu. Alors, lors de son premier mandat, puisque là, il en est au second, il a été mis en balance avec un adversaire. Et puis, cette fois-ci, il n'avait personne. Il a été élu. Ça me rappelle une autre histoire de notre chère Van der Leyen. Pareil. Ce sont des gens qui ne veulent pas du bien. Hein. Ils décident de notre sort, à tout point de vue, dans leurs injections, et puis au niveau financier aussi. Mais personne n'a voté pour eux. Alors moi, j'aimerais bien aussi qu'on revienne, donc, parce qu'on parle tout le temps vaccination, etc. L'OMS, c'est pas que la vaccination. Vous avez parlé tantôt du fait de contrôler la population au niveau de la surpopulation. Maintenant, elle se mêle de tout, puisque avec le fameux concept One Health, donc tout est lié. Comme la santé, peut-être justement sur ce concept-là. La santé, c'est un état de bien-être. Donc, c'est un état de bien-être dans là où tu habites, donc en fonction du climat, en fonction de l'alimentation, en fonction de la facilité de circulation ou pas. Donc, elle intervient dans tous les domaines. Et la première fois, c'est il y a 2 ans, la première journée de la COP 28 a été en présence de l'OMS, qui se mêle de climatologie. C'est ça. Ils ont même nommé une ambassadrice pour le climat, dont
le nom de famille de cette dame est Kerry. Oui, c'est ça. Et son papa s'appelle John Kerry. Oui, Donc, comme un fait exprès. C'est voilà. Mais on va dire que la climatologie est héréditaire, quoi. Cette famille. Mais avant justement de nous éloigner par rapport à ta question sur justement l'OMS, ça n'est pas que la vaccination. Je ne sais pas si tu l'as lu dans le livre quand nous parlons des maladies tropicales négligées. Oui, si. Ah, voilà. Alors, les maladies tropicales négligées, c'est vraiment le mot qui est employé, menacent quand même plus d'1,5 milliard de personnes. Alors, qu'est-ce que recouvrent ces maladies négligées? C'est donc une vingtaine de maladies comme la lèpre, Oui, la les maladies rage. de malnutrition, c'est ça? Alors non, ça c'est encore autre chose. Ah oui, d'accord. Parce que ça aussi, Non, c'est Voilà, donc là, les moustiques, les... voilà, donc dans ces maladies négligées, l'OMS avait mission depuis plus de 20 ans de résoudre le problème, parce que la lèpre, on l'ignore, mais ça touche encore à peu près 3 millions de personnes dans le monde, alors qu'il y a un médicament qui la guérit. Et oui, mais attends, et puis la fondation Damiens, quoi, ça fait 50 ans qu'on Raoul Follereau, dit voilà, la fondation Follereau, oui. Et donc, c'est incroyable de penser que l'OMS peut négliger un ensemble de maladies qui touchent entre 1 et 2 milliards de personnes. c'est ça. En fait, l'OMS est on le démontre, est clairement là est une machine à vendre du vaccin. Oui. Mais le reste, le cancer, et tu parlais de la malnutrition, mais nous pourrions en parler. Il vaccine il considère qu'un enfant, il y a un enfant africain peut bénéficier d'une 30aine de vaccins. Je ne sais pas si tu. Si, Or, j'imagine très bien ce que ça veut dire. voilà. Et Déjà, donc, nous, on se révolte pour les 14 vaccins obligatoires. voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que ce sont des enfants qui sont pour la plupart mal nourris, Oui. vivent dans des conditions déplorables, donc notamment d'eau insalubre, donc ils ont un système immunitaire catastrophique. Affaibli. Or, rappelons que ne serait-ce leur injecter un vaccin, c'est commencer par affaiblir le système immunitaire, parce que Mais rappeler peut-être, oui, excuse-moi Patrick, vas-y, rappeler Anne. justement, moi en tant que maman, moi je me souviens qu'à l'époque, quand mon enfant avait de la fièvre, on disait qu'il fallait pas le vacciner. Mais et encore, il était en pleine santé. Donc je vais dire, tu te rends en pleine santé, mais si c'est une petite poussée de fièvre à cause de ses dents, on disait non, il faut pas le vacciner. Oui, mais tu as raison, on a toujours appris ça. De toute façon, les vaccins sont faits pour prévenir et pas pour guérir, c'est pas un médicament. Et c'est comme on a toujours appris qu'on ne vaccinait pas les femmes enceintes. Voilà. Parce qu'on ne prenait même pas de Dafalgan à l'époque. Chez nous, c'est en Belgique le Dafalgan. On ne pouvait pas prendre un Dafalgan sans demander l'avis médical. Voilà. Et même certaines huiles essentielles, attention, il ne faut pas prendre, c'est mortel. Enfin, on risque d'avoir. Et là, on nous a vacciné des mamans qui étaient enceintes avec une injection qui n'était pas terminée, pas aboutie. Hein, puisque bon, on sait que les tests se sont terminés pour la plupart. Enfin, il y en a certains encore qui se terminent en 2025, c'est ça, et si je m'abuse. Et on retrouve des jeunes enfants avec des myocardites. Exactement. Et des mamans enceintes avec des AVC, etc. Et donc, ah non, mais c'est un trialogue, donc profitons-en. Mais donc, on voit bien que quelle que soit la direction vers laquelle nous nous tournons au sein de l'OMS, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'il faut pour ne pas remplir leur mission, parce que quand on sait qu'il y a entre 1 et 2 milliards de personnes qui sont touchées par les maladies négligées, enfin déjà rien que le mot, moi, mais comment on peut négliger des maladies? À la limite, si on disait ça touche 500 000 personnes dans le monde, bon, ok, mais là, ça touche entre 1 et 2 milliards de personnes. Et puis, en fait, on constate que finalement, le choléra augmente, la polio augmente. Et ce qui est plus fascinant pour la polio, c'est ce que disait Jackie tout à l'heure, nous allons y revenir, c'est qu'en fait, la souche de polio qui circule, elle est issue d'un vaccin. C'est ça. Elle s'est transformée, donc un peu, je veux dire, c'est des gants. Oui. Alors, elle s'est transformée
où elle était dans la fiole. C'est monstrueux. Oui, c'est un monstrueux. virus. Alors, au départ, la personne qui a créé le vaccin contre la polio, c'était un dénommé Albert Bruce Sabin. Et ce monsieur a refusé de déposer des brevets pour ce vaccin, et il a dit: c'est mon cadeau pour tous les enfants du monde. Voilà. Sauf que maintenant, la polio, il n'y a presque plus de cas de polio, elle a été éradiquée, et on se retrouve avec des cas de paralysie flasque et aiguë, PFA. Voilà, qui sont dus au virus issu de la vaccination. C'est un virus synthétique. Et donc maintenant, il y aura tout le temps des polios parce qu'on ne pourra plus l'arrêter, puisque c'est synthétique. Donc c'était bien déterminé à l'avance. On injecte. Moi, j'appelle ça un génocide. Hein. Et alors, c'était un peu la même chose pour la variole. J'avais vu aussi qu'il y avait plus de morts de vaccination que de la variole au final. Donc, on crée un vaccin pour la variole alors qu'il n'y a pratiquement pas de cas. Mais dans il y a plus de morts du vaccin de la maladie que de la maladie elle-même. Oui, mais dans toutes ces maladies, on s'aperçoit que la maladie recule quand on a arrêté la campagne de vaccination. Alors, on arrête la campagne de vaccination, et deux, en même temps, on a fait des progrès au niveau hygiène, parce que il vaudrait mieux investir tout cet argent dans la création de puits pour pouvoir avoir de l'eau potable et assainir les eaux usées, etc. Et à ce moment-là, les enfants sont en meilleure, et les adultes sont en meilleure santé. C'est-à-dire la prévention plus vite que là, il n'y a pas mis de budget. Arrêter la campagne de vaccination. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est même pas de la prévention. C'est-à-dire que à partir du moment où tu creuses des puits, et creuser un puits en Afrique, on va dire, c'est $10,000. Hein. C'est entre 5 et $10,000, mais mettons $10,000. On est loin des millions consacrés à la vaccination. $10,000, tout le monde, enfin tous les professionnels de santé savent qu'à partir du moment où les enfants boivent de l'eau potable, ne boivent plus de l'eau insalubre, le choléra disparaît. Et pour rebondir sur ce que disait Jackie à l'instant, nous avons étudié le cas de l'Afghanistan. Parce que le cas de l'Afghanistan, c'est un des 2 pays dans le monde où il y a officiellement encore des cas de polio majeurs. Bon. Et nous avons étudié. Alors, dans le livre, nous ne prenons que des chiffres officiels. C'est-à-dire que nous allons voir les communiqués de l'OMS. Quand nous avons besoin de chiffres, nous prenons la doxa, c'est-à-dire Wikipédia. Comme ça, c'est très bien. Mais l'essentiel des chiffres, nous allons les chercher directement à la source auprès de l'OMS. L'OMS, l'UNICEF et autres. Et donc, pour l'Afghanistan, nous avons étudié les déclarations du ministre de la Santé de l'Afghanistan, qui constate que 3 millions d'enfants ont été privés de vaccination pendant à peu près 3 ans. Ben oui, l'Afghanistan, hein. Donc la guerre empêchait la vaccination. Et donc, qu'est-ce que constate et c'est vrai qu'il en a l'air surpris. L'amélioration. Non, pas l'amélioration, la quasi-disparition de la polio. Il n'y a plus que 2 cas de polio au niveau de tout l'Afghanistan. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Parce qu'il faut savoir qu'il y a la polio est un cas très particulier. L'OMS a créé un groupe spécifique de prévention mondiale pour la polio. Donc dedans, tu as toute une équipe, tu as des experts, enfin comme d'habitude, et ces gens-là, en fait, s'ils ont un intérêt, c'est que la polio ne disparaisse pas. Mmh. Et donc, l'année où finalement le ministre de la Santé reconnaît que, ah bah oui, tiens, il n'y a que 2 cas de polio, alors il ne dit pas, mais parce que les enfants ont été à l'abri des vaccinateurs, mais c'est ce que montrent les chiffres, se précipite à Kaboul la haute direction de cette initiative mondiale pour l'éradication de la polio, et qu'est-ce qu'elle dit? Il faut vacciner d'urgence.
Et j'aurais Ouais. envie de dire en français, il faut vacciner d'urgence à mort. Eh ben, c'est ce qui va se Ouais, c'est passer. ça. Ça, l'année C'est- d'après, donc il y a une cinquantaine de cas de polio. Et comme ça, ils ont pu aller réclamer de l'argent. Par exemple, les Saoudiens ont versé cette année 500 millions de dollars pour éradiquer la polio. Mais la polio, elle est quasiment éradiquée. Simplement, ce qui circule, c'est un virus issu des souches vaccinales. Et que d'ailleurs, c'est incroyable, hein, c'est que l'OMS reconnaît elle-même que oui, ce qui circule est un virus issu des souches vaccinales. de vaccination. Donc, on devrait arrêter. Enfin, je veux dire, enfin, quand tu découvres que le vaccin que tu inocules génère une nouvelle maladie qui est d'ailleurs qui est plus grave que la polio. Ça a été étudié en Inde. Tout de suite, tu l'arrêtes. Sauf qu'on Ouais. découvre en fait que la fondation Bill Gates a investi plus d'1 milliard de dollars là-dedans, dans ce vaccin-là, alors que la polio était en voie d'éradication. Donc c'est très étonnant. Oui, 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 tout à fait. Oui, ça n'allait pas être rentable et malgré tout, il le fait. Donc, c'est qu'il Oui, y a une raison, il y a une raison derrière. autre, c'est ça. Il y a une raison autre. Et, Alors, moi, j'aimerais quand même, Patrick, j'aimerais quand même revenir parce que bon, les gens vont pouvoir profiter du livre, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, revenir par rapport à l'OMS aussi à un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est ce fameux document qui circule dans les écoles ah, la sexualité. sur la sexualité. L'éducation à la sexualité, comme ils disent, c'est quand Voilà, même. l'éducation, voilà, exactement. Donc là aussi, l'OMS se mêle de quelque chose où on est dans quelque chose de relativement malsain. On a déjà fait des émissions là-dessus, mais on est amené à se retrouver avec les mêmes personnes à la tête. La cible de l'OMS, ce sont définitivement les enfants. La population, des populations. Des enfants. Voilà, exactement. Oui. Des enfants. Parce que, bon, la vaccination, c'est maintenant dès la naissance, à l'âge de 1 mois, enfin, et puis pendant les 18 premiers mois de vie, ils ont je ne sais combien de vaccins, de rappels, enfin les 14 obligatoires, plus les rappels, etc. C'est énorme. Et puis l'autre biais par lequel ils atteignent les enfants, eh bien, c'est essayer de les pervertir par la fameuse éducation à la sexualité. Alors déjà le mot éducation, sexualité. Je vais dire, on n'apprend pas déjà à être parent, donc c'est marrant parce qu'on n'apprend pas à l'école à être parent, mais par contre on apprend à faire et sexualité chez un tout petit. Bah non, ils sont pas matures pour autant. Mais ça fait longtemps quand même que l'OMS s'en occupe, ça vient pas de sortir. Hein. C'est à la conférence de Copenhague en 2001 que l'OMS a évoqué la santé sexuelle et reproductive avec pour objectif d'informer, d'éduquer les adolescents sur tous les aspects de la sexualité. Et en 2010, elle a défini un partenariat avec le Centre fédéral d'éducation sanitaire, le fameux BZGA, c'est le document là que je t'ai montré tout à l'heure. Attends, on va essayer de le remettre en grand si possible. Attends, je vais essayer de faire ça. Il devrait être à l'endroit là. Voilà. Donc c'est un gros rapport qui date de 2010 et dans lequel l'OMS définit les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Mais dans ce gros document, on trouve au niveau, dans le paragraphe, la matrice, on voit qu'elle se mêle d'éducation à la sexualité pour toutes les tranches d'âge de 0 à 15 ans, mais de 0 à 4 ans. De 0 à 4 ans, qu'est-ce que vous voulez apprendre à un enfant? Et alors, quand on se penche sur cette feuille de 0 à 4 ans, donc il y a au niveau du corps humain le développement, donc c'est ça qu'ils doivent apprendre ou découvrir tout seuls, la fertilité, la reproduction, la grossesse, la naissance, voilà. Et au niveau de la sexualité, il est écrit noir sur blanc, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, bon, etc., etc. C'est dans le rapport de 2010.
Donc, c'est comme ça que l'OMS s'initie dans l'éducation pour améliorer. Et le transgenrisme. Donc, tu veux dire les opérations. Oui, après, ça va plus loin parce que donc elle s'immisce dans l'éducation nationale avec la promulgation du ministre de l'Éducation nationale, et c'est quand même un grand tournant parce que l'intime devient public. Or, l'intime devrait quand même être enseigné, discuté dans le cocon familial, voilà, avec délicatesse et bienveillance. Surtout qu'ils emploient un mot, Jackie ne l'a pas encore cité, il faut que les enfants acquièrent des compétences pratiques. Oui, j'allais venir, oui. Des compétences pratiques. Et montrer les avantages de la pornographie, s'il vous plaît bien. Hein, parce qu'il y a des avantages à la pornographie. Hein. C'est la porte ouverte à toute incitation à la lubricité qui conduira inévitablement vers la légalisation de la pédocriminalité, parce que qui va enseigner ? Qui est formé pour ça? Comment ces gens sont choisis? Sont-ils choisis? Voilà. Alors, après ça, il y a eu des livrets qui ont pris le relais en se basant justement sur les standards pour l'éducation sexuelle en Europe de l'OMS. Alors, des livrets qui vont encore plus loin, les livrets Evras, EU, etc. Ils vont très très loin dans leur prescription et avec sous forme de schéma, mais c'est carrément pornographique, quoi. Donc, de quoi traumatiser les enfants. Hein. Oui, c'est prétexte qu'ils doivent être à l'aise avec leur corps. On leur demande que les exercices soient accompagnés par des partenaires adultes. Alors, justement, là, je suis. En fait, on ne dit pas qu'ils doivent être à l'aise avec leur corps. Ils doivent acquérir des compétences pratiques. Donc, ça veut dire que des compétences pratiques, tout pédophile dira « mais non, mais je ne suis pas un pédophile, j'enseigne des compétences pratiques à des enfants ». Et donc, en fait, incontestablement, alors d'ailleurs, il faut signaler que ça n'est pas lié uniquement à l'OMS, c'est toutes les institutions internationales. En fait, c'est l'ONU a publié un rapport justement sur les normes sexuelles. Alors déjà, je trouve c'est choquant parce que d'un pays à l'autre, enfin, je veux dire, ça devrait déjà rester au niveau des pays qui ont des cultures, des histoires différentes, etc., sur ces questions-là, des questions religieuses aussi qui entrent en ligne de compte. Mais donc, c'est l'ONU qui a publié ses recommandations en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF. L'UNICEF, effectivement, de même que Jackie l'a dit tout à l'heure, l'OMS, nous pouvons penser que c'est une institution pour amener tous les peuples au plus haut niveau de santé. Nous découvrons aussi que l'UNICEF mériterait une enquête approfondie, car là aussi, on retrouve absolument les mêmes... et c'est vrai que jusque-là... Ah oui, on retrouve les mêmes modes de fonctionnement. Et en plus, peut-être nos spectateurs seront surpris d'apprendre que l'UNICEF est le premier acheteur au monde de vaccins. Ah oui, oui. Ils achètent chaque année environ 2 milliards de doses de vaccins. En revanche, creuser des puits, assainir, donner des conditions de vie acceptables, voilà, exactement. C'est ça. Là, veiller à ce que la malnutrition recule, parce que la malnutrition ne recule pas. C'est ça. Donc, pour reprendre une expression bien connue en France, c'est un pognon de dingue qui est versé au laboratoire, mais qui est manifestement pas là pour d'abord s'occuper des petits patients. Et il y a une étude qui a été faite par un spécialiste justement sur Denis Rincourt sur la mortalité. Évidemment, l'OMS se vante, et l'UNICEF d'ailleurs se vante d'avoir sauvé 154 millions, le chiffre est précis, 154 millions de vies sur les 50 dernières années, grâce à la vaccination. Denis Rincourt, lui, montre que c'est plutôt 300 millions d'enfants qui sont morts du fait des turpitudes de l'OMS et de l'UNICEF.
Et parce que, par exemple, une des principales causes de mortalité infantile, ce sont les diarrhées chroniques. Or, les diarrhées chroniques, c'est toujours pareil. Si tu donnes de l'eau salubre à des enfants, les diarrhées chroniques chutent. Elles disparaissent. Bah oui, pratiquement, oui. Voilà. Et ben non. Or, c'est pratiquement 1 million d'enfants, c'est pas tout à fait 1 million, mais c'est pas loin d'1 million d'enfants chaque année qui meurent de diarrhée chronique. 1 million d'enfants. On sait qu'il suffirait alors j'enlève le mot suffirait, mais que si on creusait des puits, si on assainissait, et ça coûte pas les milliards que coûtent les doses de vaccins qui sont dépensées chaque année, hein. Parce qu'une fois que tu as creusé un puits, tu l'as creusé, tu n'as pas besoin de le recreuser chaque année. En plus, les populations peuvent l'entretenir. Un puits, c'est pas, et puis c'est une condition de vie, donc elles vont l'entretenir. Les vaccins, c'est chaque année que sont dépensés 8 à 10 milliards de dollars sur la vaccination. Quand Donc, on ce voit, serait plus rentable s'ils prévoyaient d'aller mettre cet argent pour justement créer des ah structures. mais si ils De mettaient, même, s'ils utilisaient les médicaments qui existent et qui coûtent rien, Voilà. ce serait Les pas- oui, antiparasitaires, etc., qui sont oui, mais bien sûr. à disposition de Mais tous. même, il n'y a pas besoin de mettre tout cet argent. Déjà, chaque année, si on mettait 400 à 500 millions sur l'assainissement, sur des conditions de vie potables, mais on réglerait on n'aurait plus besoin de l'OMS quasiment. Enfin, et c'est là le problème d'ailleurs. C'est, Alors, c'est- Bah oui, la alors, question ça se fait pose bien. de rester ou pas dans l'OMS. Hein. Voilà, ben donc justement, ben là, on va revenir au début du livre parce que ça, c'était quand même encourageant. Et moi, j'aime bien terminer mes émissions quand même par quelque chose d'encourageant. ah, mais Parce on va qu'on terminer par on va On terminer va par de terminer. l'espoir. Ben oui, Tout à justement, fait. ben, parce que j'ai quand même vu, moi, une date de donc printemps 2024, sous l'administration Biden, il y avait des choses qui bougeaient déjà. Oui. Enfin, Alors, déjà. alors, en fait, justement l'administration Biden, donc démocrate, elle signait tout ce que l'OMS voulait. Or, Mhm. à la fin de 2024, donc les sénateurs républicains, les procureurs généraux d'État américains, ainsi que les procureurs, il me manque une troisième catégorie, les gouverneurs, Oui, les oui, c'est voilà. ça. Les gouverneurs et les sénateurs. Voilà, les gouverneurs, les sénateurs et les procureurs généraux C'est républicains, 24 ou 17 États. 24 États, je crois. oui, c'est ça, c'est à peu près la moitié, Oui. ont tous écrit à l'administration Biden séparément pour expliquer pourquoi il était hors de question de laisser l'OMS réussir son coup d'État planétaire. Parce que, par exemple, ce qui avait été prévu, mais ça, apparemment, ça a disparu, mais restons prudents. Par exemple, il était marqué qu'il était hors de question, il était interdit de critiquer l'OMS, par exemple. Ah, ça me fait penser à d'autres choses. Moi, l'interdiction de parler, par exemple, Oui, d'autres cas Oui. plutôt, oui, voilà. des races. Et donc, c'est exactement, si tu vois, cette émission-là, si le traité pandémie avait été passé tel que l'OMS le voulait, nous ne pourrions pas faire cette émission. Ça ne m'aurait pas dérangé, tu le sais bien, Patrick. Oui, je le sais bien, mais quand même, c'est Enfin, un. moi, perso, ça ne m'aurait pas dérangé, Voilà. mais bon, voilà. Et donc, pour terminer sur un message d'espoir, il n'y a aucun doute, puisque nous terminons justement là-dessus. C'est-à-dire que, bon, là, on n'a pas trop parlé des Gates, mais rappelons quand même que nous en parlons dans le livre. Mais tu peux quand Notamment, même aborder le thème si tu veux. Hein. Si tu as bah, besoin. Gros sujet, là. tu nous laisses combien de temps? Parce qu'on peut parler peut-être des usines à moustiques des Gates. Tu peux très bien parler des usines à moustiques. Oui, Bah, oui. Jackie, tu veux en parler? Moi, je voulais finir sur l'éducation à la sexualité. Ah oui, parce vas-y, que, on n'a bien pas sûr. terminé et je voulais. Il y a tellement de choses en fait, à dire sur l'OMS que. Oui, ça part. On a beaucoup de choses à dire. C'est surtout pour la France qui est quand même dénommée Pédolande. Pas pour rien. Bah, la Belgique, c'est pas mal non plus. Hein. Rappelons-nous Oui. quand même Oui, c'est vrai. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'en janvier 2024, donc c'est tout à fait récent, les experts de l'ONU exhortent la France à protéger les enfants contre l'inceste et toute forme d'abus sexuel.
Donc l'ONU a été obligée de se mêler de ça. Mhm. Ils ont suivi les travaux de la CIVIS, commission indépendante sur l'inceste et les abus sexuels sur les mineurs. En France, il y a quand même 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et l'OMS dit simplement que d'en parler, ça réduit les risques. D'accord. Peut-être aller vérifier aussi dans les centres style ASE, comment ça se passe. Voilà, ça c'est encore un gros sujet. Et comment et de quel droit elle va déstabiliser un enfant à un stade où sa maturité corporelle, émotionnelle est loin d'être atteinte, c'est criminel. Alors après, la prochaine étape, ça va être quoi? Les enfants qui vont être consentants. Oui, c'est ça, on va pas arriver à ça. Hein. Et puis, il faut souligner qu'il y a aussi quand même 250 000 enfants qui disparaissent chaque année. Plus les avortements jusqu'à 9 mois, hein, parce que bon, on peut aller à peu près dans différents termes, hein, on va jusque-là. Hein. Et l'OMS va encore plus loin, puisque maintenant, elle s'occupe de la catégorisation des sexes. Et donc, elle veut étendre ses prérogatives jusque-là, dans les lignes directrices, sur le traitement de la transidentité pour la planète entière. Alors, et après, j'ai les souffrances de nos aînés aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Ils expliquent aux enfants qu'ils peuvent naître dans un corps qui ne les représente pas, et pour commencer à les habituer à banaliser un changement d'identité. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Bon, on sait qu'aux États-Unis, si un enfant, même de 12 ans, décide de changer de sexe et que les parents ne sont pas d'accord, il peut divorcer de ses parents. Voilà. Oui, mais bien sûr. C'est un peu comme la vaccination. On a autorisé des enfants qui étaient mineurs à prendre la vaccination sur l'accord des parents. Voilà. En Belgique, ça avait lieu. Quelle est la valeur du consentement éclairé en fonction de l'âge? Bon, voilà. Alors, on sait et comment est prise en main. Bon, alors, ça serait trop long à raconter. Non, mais c'est pour ça qu'il y a, mais il faut absolument, et là, je me mets en gros plan pour le montrer, hein, et je vais me mettre peut-être en effet miroir, mais bon, on va avoir le livre, je vais le remontrer ici quand même, parce que je veux dire... Attends, moi, je suis en effet miroir, voilà. Ouais, tu fais bien, merci. Donc, le MS où tu as mis un gros dollar sur S. Sur le S, oui. Hein, puisque c'est en fait, c'est une association qui finalement... génère énormément d'argent pour très peu d'aide au final au niveau santé. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous employons dans le livre l'adjectif, ils sont des pharmafieux en fait. En fait, on le voit, c'est un vrai fonctionnement de mafia. Et donc, pour terminer sur les Gets, là on fera court, il y aurait de quoi faire toute une émission sur eux, mais par exemple, donc tout le monde sait l'influence qu'ils ont sur l'OMS, puisque c'est le deuxième contributeur. Mais leur influence va beaucoup plus loin que ça. Et nous avons constaté, donc tout à l'heure nous parlions des maladies tropicales négligées, donc les maladies liées aux moustiques, par exemple la dengue, le chikungunya, etc. Et donc, il y a, nous considérons que c'est un délire. Une société anglaise, alors maintenant qui a été reprise par des capitaux américains, a développé une technologie qui consiste à stériliser donc à transformer génétiquement des moustiques mâles, à les stériliser pour finalement que les femelles produisent des larves qui n'en sont pas. Et l'un des gros bénéficiaires de cette technologie, c'est donc la fondation Gates. Par exemple, ils ont créé une usine en Colombie, à Medellín, qui produit chaque semaine 30 millions de moustiques. Donc, ce qui est inquiétant, c'est de savoir que si on arrive à leur supprimer le pouvoir de se reproduire, on pourrait très bien mettre d'autres gènes. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que en fait, c'est une étude de Yale, l'université Yale, qui a constaté que le gène des moustiques soi-disant stériles se reproduit, passe dans les nouvelles générations
Donc ça veut dire que bien qu'il soit stérile, ça produit quand même de nouveaux moustiques, sauf que ces nouveaux moustiques sont beaucoup plus résistants à tout. Ah bah tiens donc. Donc ça crée des super moustiques. Et en plus, on a certaines espèces de 100 km par an. Donc ça veut dire que si tu lâches par exemple des moustiques dans le nord du Vietnam, il faudra 1 an ou 2 ans pour qu'ils soient en Chine. Donc, des États enfin, tous les États devraient être très attentifs sur ce qui se fait parce que l'OMS a créé un cadre légal pour modifier les moustiques. Donc, en fait, la Fondation Gates fait ça avec évidemment le soutien légal de l'OMS. L'OMS. Mais d'ailleurs, un des problèmes de l'OMS, on n'a pas eu le temps d'en parler et on terminera sur l'espoir, parce qu'il y a vraiment des espoirs, c'est que, en fait, toutes les décisions qui sont prises, alors, elles sont endossées par le docteur Tedros, mais derrière, ce sont des experts qui sont tous indépendants et qui sont tous, ou quasiment tous anonymes. Et il y a un magnifique communiqué de l'OMS expliquant qu'ils vont créer un registre des experts avec leurs liens d'intérêt, etc., etc. Idem pour les partenaires non gouvernementaux. Donc là, ça vise la Fondation Gates entre autres, mais pas que. Jackie a parlé du Wellcome Trust tout à l'heure. Et donc, il y a un magnifique communiqué de l'OMS expliquant qu'ils vont mettre en place ce registre, la transparence, la transparence, la transparence. Sauf que quand on lit ce document, il date de 2015. Nous sommes 10 ans plus tard, ce registre n'existe toujours pas. On attend toujours. Et or, franchement, et si tu lisais quand tu liras les discours du docteur Tedros, tu verras le mot transparence apparaît partout. C'est ça. Et créer un fichier, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un service informatique colossal pour créer un fichier avec le nom des experts. Et donc, en fait, oui, c'est pour ça que nous parlons ce sont des mafieux, des pharmafieux, quoi. C'est parce que les gens qui prennent les décisions sont anonymes, mais quand on commence parfois on tombe sur des listes, on voit tous qu'ils ont des liens d'intérêt, on ne va pas dire conflit d'intérêt, nos amis qui nous regardent auront compris, des liens d'intérêt avec... On n'oserait pas penser ça, évidemment. Ah ben non, ça n'existe pas dans le meilleur des mondes, voyons. Ils sont vertueux. Voilà. Et ça, et justement, ça ouvre justement sur le message d'espoir que nous voulons transmettre. Le docteur Tedros, un jour, a dit « l'OMS appartient à tout le monde ». Eh bien, prenons-le au mot. Donc, effectivement, bon, ça c'est l'éditeur qui parle, donc lisez notre livre, bien sûr, pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe et surtout de ce qui nous attend, parce que là, on l'a à peine effleuré, évidemment. Et et en fait, on a tout un tas de moyens d'agir pour empêcher ces dérives. Donc, déjà, effectivement, il faut prendre connaissance de ce qui se passe. Et puis, du problème, et il est vraiment inimaginable. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas pu imaginer jusqu'à quel point ça allait. Et derrière, en fait, nous listons peut-être entre 15 et 20 solutions pour que l'OMS reprenne le chemin qui lui avait été fixé au début, c'est-à-dire amener tous les peuples au plus haut niveau de santé possible. Et c'est possible, et c'est vraiment possible. Mais ça dépend de nous. Il faut qu'il y ait un coup d'État planétaire citoyen, et pas uniquement un coup d'État planétaire de l'OMS. Donc c'est pour ça que c'est très important, et encore nous te remercions, Anne, de nous avoir invités. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a urgence, parce que du coup, mais oui, il devient, voilà, il devient vraiment important de comprendre et de ne pas se laisser faire, parce que quand ils vont mettre en place ce qu'ils ont préparé sur le plan légal, le Covid à côté, ça nous paraîtra une aimable plaisanterie. Hein. Ah ben ils ont été un peu comme la grenouille c'est ça, c'est la grenouille. C'est ça. Donc ils l'ont fait petit à petit, voir si on allait accepter
les mesures au fur et à mesure. Ils nous ont testés à chaque fois pour voir comment on allait réagir. Alors Patrick, on va peut-être revenir sur Novimondi, donc Oui. pour peut-être voir où on peut trouver effectivement ce livre qui est hyper intéressant. Donc on peut retrouver ça. Alors oui, merci. Donc sur novimondi.com et novimondi.com, parce que très étonnamment, je ne comprends pas pourquoi le livre n'est toujours pas disponible sur Amazon. Pourtant, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il est sorti. Donc, bizarrement, sur Amazon, impossible de l'acheter. Et donc, alors, si vous avez une librairie à côté de chez vous, soutenez-la, commandez-le auprès de votre librairie, auprès de votre libraire s'il n'a pas, y compris en Belgique. Le distributeur, c'est Dilibel. Donc, les librairies belges, sans aucun problème, peuvent avoir le livre sur l'OMS. Sinon, commandez-le sur novimondi.com. Nous expédions, encore aujourd'hui, nous avons fait des expéditions à destination de la Belgique. Donc ce sera avec plaisir que nous vous l'enverrons. Donc de soutenir évidemment Novimondi, qui est une maison d'édition qui met en avant justement des auteurs qui sont plus particuliers. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre amie également Anne Dumont, qui a décidé de travailler avec toi également. Oui. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Oui, que nous la saluons. Une maison d'édition qui est très engagée en fait au final. Et ça, je tenais aussi à te remercier toi à titre personnel pour l'engagement que tu as, puisque tu prends tes responsabilités. Et il y a quelques petites maisons d'édition comme ça qui font un travail formidable. Et d'ailleurs, je trouve qu'on devrait plus parler des petites maisons d'édition. Alors, puisque donc je te remercie, évidemment, là je te remercie pour ce que... Mais nous avons créé, donc on voit sur la capture d'écran que tu as faite, donc TV novimondi.tv. Alors pourquoi nous avons créé... alors c'est pas une chaîne YouTube, évidemment, c'est hors de question de donner de l'argent à ces gens-là, c'est clairement. Mais pour nous, il était important de montrer que des solutions existent dans tous les domaines ou à peu près tous les domaines. Donc nous avons créé une plateforme de diffusion sur laquelle nous affichons nous créons des programmes. Notamment la première collection s'appelle Abondance, qui montre des récoltes incroyables, sans 1 gramme de chimie, qui montre que l'on peut nourrir 2 fois la planète en respectant la nature, l'environnement et nous. Nous avons des collections de musique des plants, des collections de bien-être, de soins, les prières de l'empereur jaune, etc., qui est quelque chose de très étonnant. Il faut les envoyer à Tedros, tous ces livres. Voilà. Donc merci Anne de nous soutenir aussi en montrant ce que nous faisons. Et c'est vrai que c'était vraiment très important de publier un livre sur l'OMS. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec Jackie. Parce que nous pouvons encore agir. Oui. Merci Patrick. On va laisser un petit mot aussi à Jackie. Bien sûr. Patrick, merci Anne de ton invitation. C'était un grand plaisir. Et puis, ça me donne l'occasion de remercier Patrick de toute son attention et de la façon dont il m'a porté dans l'écriture de ce livre, qui était pas une petite affaire malgré tout. Et puis, merci d'avoir bien voulu publier sur ce sujet, parce que c'est quand même le premier livre qui raconte toute l'histoire de l'OMS, qui pose les problèmes et qui en plus donne des solutions tout à fait objectives et optimistes pour la fin. Donc, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. Merci. Alors, je vais prendre le mot de la fin également. Je vous remercie d'avoir fait confiance à Reporters Citoyens. Vous êtes les bienvenus sur l'émission dans d'autres circonstances, vous le savez bien. Je suis tout à fait une de vos premières fans. Je reste inconditionnelle pour le travail que vous apportez aux auditeurs. Nous encourageons les auditeurs, bien sûr, parce qu'ils ont leur part à faire et on leur rappelle à chaque fois. Puisqu'on critique si bien les autres médias, c'est de nous encourager, puisque nous travaillons à titre bénévole. Donc, on fait notre maximum. Donc,
En tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est que chacun fasse sa part de colibri et partage évidemment l'information. Bien sûr. Et je fais un petit clin d'œil à TVADP aussi, qui fait un travail formidable grâce à toi, Jackie. Merci beaucoup. Et demain, justement, sur TVADP, je fais une émission avec une auteure, autrice, je ne sais pas comment on dit, moi je dis auteur, qui publie aussi chez Talma Édition. Super, super. Un tout grand merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci Patrick. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.